Et des filles sont restées à la maison parce qu'elles devaient se marier. Donc, elles n'étaient pas perdantes en soi. L'homme allait s'occuper d'elles. Et il y a diverses raisons comme ça de l'éducation. L'ambassadeur a eu raison. Lorsqu'une femme est éduquée, c'est vraiment, enfin une fille éduquée du moins, c'est l'avenir des femmes de demain. C'est-à-dire, on parlait d'autonomisation, elle pourra forcément se prendre en charge. Et il y a des choses qu'elle saura, que bien sûr elle ne saura pas si elle n'a pas cette éducation. Quand on parle d'éducation, on ne dit pas d'avoir bac plus 50. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Tout le monde ne fera pas bac plus 50. Mais d'avoir au moins la connaissance suffisante pour pouvoir décider de ce qu'elle souhaite pour sa vie et pour son avenir. Qu'est-ce qu'une jeune fille pourrait dire lorsque c'est son père qui paye ses études et qui lui dit aujourd'hui tu as 13 ans, c'est terminé, tu vas te marier. Elle n'a pas le pouvoir décisionnel. Et quand vous leur demandez à toutes ces filles, elles vous répondent la même chose. J'aurais voulu aller à l'école. J'aurais voulu aller à l'école. Et je n'ai pas eu l'opportunité. Donc ça reste une frustration pour beaucoup. On est plus en sécurité quand on sait au moins lire et écrire. D'accord? Et dans ce cas, il faut maintenant avoir un accès et que les politiques, qu'on le veuille ou pas, la famille va le faire. Les familles veulent bien souvent le faire. Mais si le politique fixe les taux d'accord d'entrée en éducation, je ne sais, bon, je parle en français CFA, hein, parce que je suis issu de la Côte d'Ivoire, ok? Mais le taux va passer à 300 000 à 400 000 francs CFA pour inscrire un enfant en cours primaire. Que voulez-vous que le père fasse? Il n'a même pas ça dans sa poche. Évidemment que l'enfant va rester à l'école et il va l'envoyer travailler pour survivre aux besoins de la famille. Donc déjà, on revient à ces sempiternelles discriminations qu'il faut encore, une fois de plus, régler au niveau, bien sûr, du changement de mentalité, mais avec, qu'on le veuille ou pas, une grande influence politique qui doit comprendre que c'est un enjeu primordial pour le développement d'une nation et d'un continent. Voilà ce que je pouvais dire ici. Un tout grand merci, Madame Babli. Y a-t-il une personne qui veut rajouter? Écoutez, j'ai pris la parole 2 fois, j'aurais voulu que... Je pense qu'il y a Madame Serbin qui veut parler, mais n'a pas désactivé son micro, hein, je crois. Ça y est. Voilà. Madame Serbin, je vous laisse parler. D'accord, merci. Voilà, je voudrais que quelqu'un d'autre puisse aménager quelque chose. Oui, parce qu'en fait, le corollaire de votre question sur le questionnaire qu'on a reçu, c'est est-ce qu'il y a le problème des mentalités de la pauvreté, donc est-ce qu'il est plus responsable du fait que les filles aillent moins à l'école. Et Madame Babli, comme Monsieur l'ambassadeur l'ont bien souligné, c'est le fait qu'on souvent c'est la fille qui est sacrifiée au choix des parents. Hein, parce qu'il y a des parents, parce que je pense pas que la pauvreté aujourd'hui ou même avant soit un obstacle plus que les traditions, les mentalités. On a eu des personnalités, je pense à Wangari Maathai, qui est issue d'un milieu très très pauvre. Elle a eu un parcours scientifique extraordinaire, elle a eu le prix Nobel et il y a eu beaucoup de gens autour de nous, même dans nos familles. Tout le monde n'avait pas les moyens, mais s'il y a la volonté des parents d'accompagner un enfant, fille ou garçon, ça peut lui donner tous les moyens justement de s'épanouir et de conduire son chemin, de faire de bonnes études et un jour d'être reconnaissant à ses parents. Mais vous avez aussi des mentalités où la fille est toujours considérée comme un moyen d'échange, même si c'est une enfant brillante qui se distingue à l'école, c'est elle qu'on va sacrifier, non pas le garçon qui a d'autres choses en tête, non pas le fils qui a peut-être est moins intéressé par la scolarité, mais on va enlever la fille de l'école, comme Madame Babli donnait des exemples, soit pour la marier, soit pour qu'elle aille travailler, voilà. Et je pense qu'il y a, au niveau des États, il y a un effort très important à faire pour essayer de faire évoluer ces mentalités par des messages d'éducation à l'intention des familles, parce qu'il y a des familles qui décident dans un même village, vous aurez une famille qui va décider de soutenir une fillette qui travaille bien à l'école jusqu'au bout,
et puis d'autres qui vont dire non, non, la femme n'a pas à aller à l'école, elle va se marier ou on va la vendre à l'ami du père pour telle et telle raison. Donc je pense qu'il y a peut-être aujourd'hui dans nos États, on a suffisamment d'éléments de communication pour toucher tous ces gens, toutes ces familles. Comme dans certains pays, il y a eu des promotions d'informations contre l'excision, par exemple, au moins pour la santé des enfants. Je pense qu'on peut faire la même chose aussi pour empêcher les familles de briser l'avenir de ces jeunes filles qui peuvent faire aussi la force de nos pays. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des femmes, on parlait de leadership tout à l'heure, des femmes, même si elles ne sont pas allées à l'école, même si elles doivent faire 2 ou 3 métiers, mais elles contribuent aussi au développement du continent. Elles élèvent leurs enfants, elles les envoient à l'école, elles font du petit commerce, elles font beaucoup de choses. Et ces femmes-là, elles ne sont pas reconnues, elles sont dans l'ombre, mais je crois, et même dans l'informel aussi, elles font énormément de choses. Donc toutes ces initiatives, toutes ces actions sont encouragées et peut-être que le fait de pouvoir jouer sur les mentalités, d'essayer d'informer les gens sur toutes ces conduites néfastes qui bloquent une partie de l'humanité, parce que les femmes font quand même 50% de notre monde et donc des populations africaines. C'est plutôt un malheur pour le continent que de satisfaire des égoïsmes d'un grand-père qui dit une fille ne va pas à l'école, ou d'un père, ou voilà, une famille un petit peu égoïste. Voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu en vrac, mais ce que m'inspirent les exemples qui ont été donnés juste avant moi. Un tout grand merci pour cet addendum. Alors, la troisième question qui va clore ce point de leadership et de la femme africaine, qu'est-ce qui vaut mieux? Alors, est-ce qu'il vaut mieux apprendre à une jeune fille à avoir confiance en elle et à son avenir, ou est-ce qu'il faut mieux apprendre aux jeunes filles un métier? Qu'est-ce qui est primordial dans le sens de l'autonomisation? Si je peux dire un mot, vous m'entendez? Allô? Est-ce que moi je t'entends pas du tout, je vous entends pas du tout. On vous entend. On vous entend parfaitement, on vous entend parfaitement, monsieur l'ambassadeur. Écoutez, d'abord, ce que je dirais, il faudrait que les familles aident les jeunes filles à s'aimer d'abord. À s'aimer bien d'abord, parce que quand on s'aime et qu'on sait ce qu'on est, par sa famille, par son histoire, par le vécu de la famille, c'est d'abord la première des choses. S'aimer, connaître son histoire et connaître son histoire de la famille. La deuxième chose qu'il faut inculquer aux femmes, aux jeunes filles, c'est la soif d'être indépendante. L'indépendance et la liberté. Quand vous avez le cœur, l'esprit, le cerveau très indépendant, vous avez la soif de liberté construite en vous, ça vous aide à vous battre dans le chemin de la vie. C'est très important parce que notre histoire a été écrite par les autres. Notre histoire n'a pas été écrite par nous-mêmes. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai lancé il y a 3 mois un appel aux intellectuels d'Afrique pour que nous nous retrouvons autour d'une réflexion commune pour qu'on puisse avoir la possibilité et la chance de réécrire notre histoire. Notre histoire est marquée par plein de choses qui ne sont pas réelles, puisque si vous laissez aux autres d'écrire votre histoire, mais ils écrivent simplement ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent que vous soyez. Alors, cet environnement-là où on évolue
avec nos enfants, avec nos filles, qui partent à l'école, qui s'éduquent et qui lisent des choses parfois qui sont intéressantes, des choses parfois qui ne sont pas intéressantes, dans tout ce qu'on a comme élément de consommation en intellectuel, c'est-à-dire la lecture, on a soit fiers d'elles-mêmes, fiers de leur histoire, il faudrait qu'on ait la capacité de nous écrire notre histoire, qu'elle soit écrite et qu'elle parle de nous comme nous sommes. Aujourd'hui, les histoires qui sont écrites de nous ne nous représentent pas. Mais on nous a tellement déshumanisés, on nous a tellement dit que finalement nous sommes des sauvages, on nous a tellement dit que nous ne pouvons pas réfléchir comme les autres. On nous a tellement mis des choses dans la tête et écrit par ça, que finalement, il y a un complexe d'infériorité qui s'installe parfois dans quelques familles et dont il est difficile de lutter. Donc, il faut donner d'abord aux filles de s'aimer soi-même, de leur donner leur fierté, de gagner leur liberté et leur indépendance. C'est pour cela que finalement l'éducation est fondamentale. La sensibilisation est fondamentale. Nous devons mettre un paquet sur l'éducation. Regardez, quand vous allez en Afrique, nous avons un outil qui est, pour moi, essentiel, intéressant, extraordinaire, qui est l'outil de la radio et de la télévision. Avec ces deux outils, on passe assez d'informations. Je rêve un jour que l'Afrique prenne en compte ces outils à la télévision. Pourquoi ne pas donner des cours d'éducation, d'enseignement sur des émissions de télévision, puisque la télévision touche à tout le monde, puisque la radio touche tout le monde. J'ai parlé de ça il n'y a pas longtemps à un ministre de l'Information qui m'a dit, mais c'est une idée géniale, nous allons le faire. Donc, nous devons sans cesse, tout le temps, innover dans notre façon de voir nos pays et voir comment nous pouvons apporter des solutions pour apporter notre aide à ce que l'Afrique se construise, pour être elle-même, pour que tout le monde puisse participer. La société aujourd'hui fonctionne comme un avion qui a un seul moteur, alors que les avions ont deux moteurs. C'est-à-dire, si vous prenez un avion, vous prenez un vol pour aller très vite, il faut que l'avion tourne avec ces deux capacités, ces deux moteurs. Mais si vous tournez avec un seul moteur, mais la société ne va pas très vite, eh bien c'est l'exemple aujourd'hui de ce que nous vivons, c'est que la société ne prend pas en compte la capacité des autres, la capacité au féminin. Donc, nous devons travailler pour que le monde se tourne autour d'un concept nouveau, celui de la complémentarité, celui de la prise en compte de l'identité des femmes, du pouvoir des femmes, de l'intelligence des femmes, de la capacité des femmes, de la solution que les femmes peuvent nous apporter. Le monde est dirigé par 90% des hommes. Il faudrait un jour qu'on pense qu'en mettant une dose de 70 à 80%, le monde sera mieux. Mais nous verrons ce monde mieux lorsque nous aurons la capacité que l'Afrique se construise par elle-même, qu'elle écrive son histoire, et que finalement nous rebâtissons les éléments fondamentaux de la fierté, de notre histoire, de notre culture. Notre culture est dénaturisée parce que si les gens sont en complexe, c'est difficile d'évoluer. C'est pour cela qu'il faut qu'on écrive notre histoire, qu'on donne la fierté, la capacité aux femmes et à nos filles.
J'entends bien le propos, mais ce qui me chiffonne un tout petit peu, Votre Excellence, et peut-être que Madame Babli pourra aussi rebondir dessus, ainsi que Madame Serbin, c'est ce problème en fait de complexe. Quand je parle avec les jeunes d'aujourd'hui, ils me disent on porte ce complexe, Tantine, on porte ce complexe depuis nos arrière-grands-parents. Quand est-ce que ce complexe va enfin se terminer? Quand est-ce qu'on va prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vaut, de qui on est réellement? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours s'identifier par rapport à l'autre? Pourquoi est-ce que l'Africain n'a pas ce recul nécessaire comme toute autre personne, de s'identifier par rapport à lui-même? Il doit toujours s'identifier par rapport à d'autres personnes, et par rapport à ces personnes-là, il génère, enfin, non seulement il génère, mais il continue d'alimenter ce complexe d'infériorité. Alors que tous les hommes sont égaux, on a tous les mêmes compétences, qualités, enfin bref, un homme est un homme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge. Alors pourquoi continuer à maintenir ce complexe d'infériorité? Comment sortir de ce complexe d'infériorité? Madame, pour D'accord. sortir tout simplement de ce complexe d'infériorité, il faut être plus que jamais être africain. Être africain tous les jours, plus que jamais africain, c'est tenir en compte son histoire, tenir en compte ses faits historiques, son histoire, et aussi tenir en compte sa culture et ses traditions. C'est le socle de notre identité. Voilà. Madame? Ok, désolé. Désolé si j'ai pris la parole en même temps que vous, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Oui. Vous avez dit tellement de choses vraies que je pense, hein, pour toutes celles qui sont mamans ici, dites à vos enfants, depuis qu'ils sont petits, qu'ils sont bêtes. Depuis qu'ils sont petits, dites-leur qu'ils sont bêtes. Ça va être très difficile pour eux de penser le contraire quand ils auront 30 et quelques ans. Ils feront un travail peut-être sur eux, mais vous verrez que quelque part, il y aura un complexe où ils diront « Mais ma mère me disait que j'étais idiot. Il m'a fallu lutter pour m'en sortir. » Il me dit « Non. » Vous savez, le psychique, il est très compliqué. Je ne suis pas psychiatre, mais il est très compliqué. Quand pendant des siècles et des siècles, on vous a dit que vous étiez inférieur, vous pensez que vous êtes inférieur. Ça met plus de temps que prévu. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas compris. Souvent même on l'a compris, mais nous n'avons pas encore les armes, peut-être toutes les armes pour pouvoir montrer que nous nous assumons. Surtout quand on a dit que l'ambassadeur dit, a juste dit, que déjà l'histoire même ne nous appartient plus. La culture ne nous appartient plus. Nos propres prénoms ne nous appartiennent plus. Nos langues ne nous appartiennent plus, etc., etc. Donc vous vous rendez compte que c'est tout à refaire. C'est vrai que je peux laisser mes cheveux crépus aujourd'hui, je suis contente. Mais je ne parle même pas ma langue. Je n'ai pas eu l'opportunité. Donc ma fille, je lui laisse quoi? Bien sûr que je vais lui dire qu'elle est noire, elle est belle, oui. Mais même la langue, je ne l'aurai pas. Bien. Il y a 3 jours, je regardais sur Internet et il y a un médecin qui a posté quelque chose sur les filles qui se dépigmentaient la peau. Elles mettent de l'eau de javel sur elles, du verre pilé, de l'acide, tout ce que vous savez, pour devenir blanches. Et maintenant, le pire, qu'est-ce qu'elles font? Elles décident de le faire sur leurs enfants. Parce que la mère estime qu'avoir un bébé noir, c'est moche. Donc, dès qu'elle est enceinte, elle met du mercure sur son ventre, qui va passer dans le sang et qui va rendre le bébé, je dirais, métis. Et il y a des pommades qui sont créées où on voit des petites filles noires, et c'est souvent les petites filles, pas les petits garçons. Hein. Une petite fille noire qui devient claire de peau, ok, suite à l'utilisation d'hydroquinone
Et il y a des mamans qui disent, j'ai un bébé de 7 mois, j'ai un bébé de 2 ans, est-ce que je peux utiliser? Un truc comme ça, bien sûr qu'on a compris que c'est un complexe. Parce que pendant très longtemps, les critères de beauté ont été des critères européens. Très longtemps. Tu étais belle quand tu avais des longs cheveux. Je l'ai fait aussi, hein. Voilà, on met les longues perruques là. Hein? Très longs. On a fait tous, moi aussi dans mon adolescence, je vous le dis. J'ai été anorexique parce qu'il fallait très très mince. J'avais honte d'avoir de la poitrine, d'avoir des trucs. On l'a tous fait. C'est après qu'on s'est assumé. Mais on est obligé de faire de la sensibilisation. Parce que quand ces femmes, on peut les traiter d'idiotes, etc. Mais quand elles disent que même mon mari me dit que je suis plus belle quand je suis claire, quand la société me dit que j'aurai plus de chance quand j'ai la peau plus claire que quand je suis mate, vous vous rendez compte que c'est tout un engrenage. Alors, déjà, il faut être fier. L'ambassadeur parlait d'un deuxième fait, la télé et la radio, qui peut permettre de sensibiliser. Mais on a encore mieux. Nous avons les réseaux sociaux, mais qui vont beaucoup plus vite que la télé. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos réseaux sociaux? Vous croyez qu'une conférence comme ça intéresse beaucoup de personnes? Non. Allons sur Facebook et postons, je vais insulter Madame Sylvia Servin. Je vais l'insulter. Vous allez voir 10 000 personnes connectées. Mais des faits comme ça, où on va sensibiliser, ça n'intéresse pas. Parce que déjà, la mentalité même de la société, elle a un problème. Elle préfère le divertissement où elle n'aura pas beaucoup à réfléchir, où on va s'insulter, où on va parler des choses dont je n'ose même pas dire les termes ici. Donc là aussi, nous voyons que le niveau éducationnel a pris un coup. Pas dans toutes les sociétés, mais dans beaucoup, où on préfère ce qui est basique et peu éducatif. Parce que ça les ennuie d'entendre des termes comme ça, ce que nous sommes en train de faire. Alors, quand on fait le bilan de ça, on se dit qu'effectivement, il faut se réapproprier ce que nous sommes. Moi, je dis, moi, Marie-Paul Babli, que je ne suis pas une féministe, par exemple. Je suis féminine. Aujourd'hui, je peux avoir la capacité. Peut-être c'est l'âge. Mais je suis fière aujourd'hui de mes formes dont j'avais honte avant. Parce que je vois que mes amies européennes, elles font des abdos fessiers pour me ressembler. Ou elles font des chirurgies ou des UV. Oh, moi, j'ai ça naturellement. Donc, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est éduquer ma fille dans ce sens. Et les autres filles qui veulent. Mais ce complexe-là vient de très loin. Et en fait, malheureusement, si la mère même t'a dit qu'elle a honte de la couleur de ta peau, mais à 12-13 ans, vous verrez comme les jeunes filles à Château-Rouge, à Paris, qui vont s'acheter des HT26 parce qu'elles veulent être claires. Rien que la peau nous fait honte déjà, alors imaginez-vous la suite. L'autonomisation des femmes, oui, c'est éducationnel, c'est clair, mais ça va passer par une grande révolte mentale. Et ça, en tant que mère et en tant que père, c'est même plus un devoir pour nous, c'est un droit. Parce qu'on n'aura rien laissé de tout ce que nous sommes en train de faire. Si nos enfants, d'accord, continuent à penser que tout le travail que nous avons fait n'était pas à bon escient, parce que tout simplement, voilà, ils n'auront rien pigé de ce qu'on faisait. Et ce serait triste, n'est-ce pas? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Babli. Alors, on va passer maintenant au deuxième point, le leadership. Est-ce que je peux... Oui, je vous en prie, Madame Servin. Très, très rapidement, parce que je pense que si on essaie de recentrer un petit peu la question, et qu'on voit dans nos environnements, tout le monde n'a pas ce complexe. Quand on voit dans nos familles, je suis sûre qu'on peut avoir une grand-mère, une tante qui n'a aucun complexe, qui a confiance en elle et qui réussit tout ce qu'elle entreprend et qui a un modèle, un exemple et qui pousse les autres enfants à se battre, à avoir confiance en soi. Et je pense que ça aussi, il faut savoir que ça existe, il faut le reconnaître. Tout le monde n'est pas perméable et influençable
Comme l'a dit si bien l'ambassadeur, on a falsifié notre histoire, on a essayé de nous déshumaniser pendant plusieurs siècles, mais il y a des gens qui, du fond de leur terroir, du fond de leur croyance et de leur force intérieure donc on réussit à résister à tout ça et qui gardent confiance en eux. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est si dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, très tôt, est-ce qu'on leur enseigne vraiment à avoir confiance en eux? Parce que je vois souvent, même dans des familles éduquées, quand l'enfant pose une question, on lui dit tais-toi ou non, on pense que l'enfant ne connaît pas suffisamment de choses pour intervenir. Est-ce qu'on encourage assez nos enfants quand ils suggèrent quelque chose, qu'ils ramènent une bonne note? Est-ce qu'on lui dit c'est bien, continue? Est-ce qu'on lui enseigne le sens de l'effort et d'apprendre à se battre? Et c'est même dans la vie politique aujourd'hui, on voit ce sont souvent des gens qui depuis 40, 50, 60 ans veulent retrouver les mêmes postes de députés, alors qu'il y a dans la jeune génération des gens bien formés qui ont la quarantaine, la cinquantaine, mais on estime que non, ils ne sont pas encore mûrs, il faut qu'ils attendent. Donc il faut qu'on s'interroge aussi sur nos pratiques en Afrique, sur la façon d'éduquer nos jeunes générations, sur les valeurs qu'on les transmette. Et est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt à valoriser tous ces comportements autour de nous qui ont toujours eu cette confiance en eux, même avec très peu, mais qui réussissent, qui ont envie, qui disent que l'adversité ne les empêchera pas d'avancer. Et donc je pense que c'est important, nous avons ça dans nos traditions, nous avons ça dans nos environnements concrètement, et qu'il faut regarder cette partie-là aussi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Servin. Alors, on va revenir au centre de nos préoccupations, le leadership. Nous allons maintenant passer au second point, le leadership en général. Alors, le leadership est défini comme étant la capacité d'une personne à mener un groupe d'individus vers la réalisation de certains buts. Alors, quand on regarde en arrière, on se rend compte... Oups, voilà, excusez-moi, petit problème technique. Donc, quand on regarde en arrière, on se rend compte que les grands leaders, donc à savoir, je vais prendre en exemple Thomas Sankara ou Patrice Emery Lumumba ou que ce soit Steve Biko, ils étaient issus d'une génération assez jeune. Ils ont subi ils ont subi des violences, ils ont subi des discriminations et le fait de les avoir subis leur a donné cette envie-là de mener, d'aller vers la concrétisation d'un but. Alors, selon vous, est-ce que le leadership doit être un mouvement qui doit être spontané ou ça doit être un mouvement qui doit être encadré par des anciens? Le leadership, c'est une capacité propre à tout chacun de nous. Enfin, on naît tous avec une capacité de leadership. La différence se pose au niveau de la façon dont nous nous exprimons face aux choses de la vie, face aux choses qui s'imposent à nous de la vie et notre capacité de réaction à cela. Le leader est quelqu'un qui est en phase avec la société dans laquelle elle vit et qu'il essaye de lutter contre les injustices qui s'imposent à lui pour porter un élan pour que les autres puissent comprendre que ces injustices-là ne sont pas des injustices, ce n'est pas des choses tout à fait innées et qu'on peut rectifier. Un leader, c'est celui qui sent, un leader, c'est celui qui veut porter, un leader, c'est celui qui donne l'élan, un leader, c'est celui qui fait une capacité d'adhésion des autres pour les amener à un chemin qui peut être un salut pour tout le monde. Un leader,
c'est celui qui croit en lui-même. Un leader, c'est celui qui construit un destin, pas à lui, mais un destin pour lui et pour les autres, ensemble. Le leader, c'est celui-là, qui inspire, qui dirige, qui donne le cap et qui donne envie de le suivre. Parce que il n'est pas quelqu'un qui fait le pouvoir. Le pouvoir est différent. Parce que le pouvoir se maintient par la capacité de la sécurité, c'est-à-dire vous vous imposez aux autres, parce que les autres acceptent, parce qu'ils ont intérêt à ce que votre pouvoir que vous les imposez leur donne une capacité. Exemple, dans une société, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui décide. Et les autres qui travaillent dans la société admettent et acceptent parce qu'ils ne veulent pas perdre leur boulot, parce qu'ils veulent se former, parce qu'ils ont un salaire. Le leader est différent du pouvoir, parce que les gens se soumettent à lui et le suivent par adhésion personnelle, parce qu'il inspire quelque chose, parce qu'il guide les gens vers un chemin que les autres se construisent dans la tête et qui n'ont pas la capacité d'exprimer. Le leader, c'est celui-là qui va donner l'élan. Et ce leadership est dans tout le monde. Et dans les femmes, dans les jeunes filles, à n'importe quel âge. Il suffit de les aider à le construire. C'est pour cela que lorsque Mme Amina m'a parlé de leadership, je dis ben, c'est un bon sujet. Nous devons construire cet élan dans les écoles à bas niveau, c'est-à-dire depuis l'école primaire jusqu'au collège, jusqu'aux universités. C'est fondamental pour construire les leaders de demain. Il faudrait qu'on construise très tôt pour que les gens d'abord connaissent leurs lois, leurs droits. Le droit, c'est très important de le savoir. Parce que si vous ne connaissez pas vos droits, ben vous ne pouvez rien réclamer. Et tout cela passe par l'éducation. Il ne s'agit pas d'aller dans les universités, comme a dit Mme Babli. Il s'agit de donner un certain savoir pour qu'on puisse avoir de la distinction des choses, la capacité à dire non, ça, je pense que ça c'est injuste, je pense qu'on peut faire autrement que cela. C'est cela qu'il s'agit. Le leadership est très très important. Nos pays ont fait des années d'esclavage, je ne vais pas y revenir. Nous avons les traces, nous devons nous reconstruire et nous donner un certain élan. Mais il faut que tout le monde y participe. Il faut que nos États comprennent que c'est tout le monde qui participe. Et les femmes et les hommes, pas seulement les hommes. Et cela se construit aussi dans les familles. Parce que si dans une famille, vous avez par exemple un garçon et une fille, si le maître de la famille dit toujours à la fille, toi tu restes là, toi tu es une fille, c'est le garçon qui va faire ça. Mais c'est une façon de déconstruire. Ça ne crée pas le leadership. Mais si vous dites à vos enfants à la maison, oui, tu peux faire ça, le garçon aussi peut faire ça. Ce n'est pas parce que tu es une fille que tu vas faire ça. D'abord, ce qui est important, c'est que vous êtes tous deux responsables et vous êtes des humains et vous êtes des personnes avec des personnalités. Tu peux jouer au football comme un garçon, tu peux jouer au basket comme un garçon, tu peux être président de la République comme un garçon, tu peux être ingénieur comme un garçon. La construction commence par la famille. Il faut que les familles insufflent des idées et de l'espoir et de l'espérance aux enfants. C'est comme ça qu'on peut y arriver. Merci énormément, monsieur l'ambassadeur. Merci. Voilà. Un tout grand merci. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Madame Babli.
Oui, peut-être Madame Serban ou pas. Voilà l'Africaine, par droit d'aînesse, je laisse Madame Serban d'abord. Voilà. Non, rapidement, effectivement, je pense que le rôle de la famille est important parce que, comme l'a si bien dit Monsieur l'ambassadeur, tout le monde peut ressentir en lui un leadership ou pas. Les familles peuvent le détecter aussi. Mais certains laisseront ce leadership éclore et vont l'encourager, et d'autres vont essayer de l'étouffer. Donc, je pense que c'est ça la différence. Hein. Donc, quand dès le départ, Le micro, Madame Serban, s'est coupé. je suis désolée, donc, et je me souviens plus de ce que j'ai dit juste avant. Donc, je disais, comme l'a si bien dit Monsieur l'ambassadeur, je pense que les familles ont un rôle important et que le leadership, il peut être en chacun de nous, mais tout dépend si on le laisse s'éclore, si on l'encourage ou si on cherche à l'étouffer. Donc, vous avez des enfants ou des familles qui intuitivement sentent que leur enfant a quelque chose de plus et qui vont l'encourager, qui vont le laisser s'exprimer, qui vont encourager ses initiatives, voilà. Et puis d'autres, on essaiera de leur couper les ailes et du coup, la personne perd confiance en elle et elle n'a même plus envie d'avancer dans la vie avec cette force qu'elle aurait pu avoir au départ. Et c'est pour ça que je pense que l'éducation est très importante. Et comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est même pas une histoire d'aller à l'école ou pas, mais c'est en chacun de nous. On a des personnalités comme ça qui ont ce leadership et qui vont réussir ce qu'ils entreprennent. Et puis d'autres peuvent être complexés, peuvent penser qu'ils ne peuvent rien faire de bon, qu'ils n'ont pas confiance en eux parce que dès le départ, on a essayé d'étouffer. Et souvent, je dis à des jeunes qui viennent après mes conférences me parler, je dis, mais si on essaie de vous bloquer, c'est parce qu'on a peur de votre audace. Celui qui a le leadership, c'est celui qui n'a pas peur d'essayer, d'avancer, qui a l'audace de vouloir changer les choses, de vouloir changer sa destinée. Et donc, quand on vous dit non, non, ne te fais pas remarquer, non, ton idée, garde-la, n'en parle pas, tout, c'est parce qu'on a peur de votre audace. On sait que vous pouvez briller, alors que d'autres, vous êtes entourés de gens qui sont là, qui attendent tout de la vie et qui ne vont rien essayer de faire par eux-mêmes. Donc, il faut toujours aller vers ce qu'on ressent, ce en quoi on croit très fort. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Tout grand merci, Madame Serban. Madame Desgreffes, j'ai juste une question à vous poser. Oui. Pourquoi avez-vous cité que des hommes, là, parmi les leaders? Pourquoi je n'ai cité que des hommes? J'ai pas voulu l'embêter là-dessus aussi, hein, mais j'ai remarqué. C'était à titre d'exemple, mais effectivement, il y a des femmes leaders. On peut compter sur Madame, par exemple, on peut parler de Kim Pavita, qui a été quand même un leader au Congo. On peut parler également de la reine Cléopâtre, qui a été un leader aussi dans les temps anciens. Donc, ne vous inquiétez pas, je connais quand même des leaders. Madame Johnson Sirleaf, des qui leaders a été chef d'État, voilà, on a eu... Très bien. Voilà. Ok. Alors, c'est pour vous titiller, hein. Voilà. Bien. Juste pour vous dire que j'aime beaucoup parler par anecdote, peut-être du fait que je suis enseignante. Donc, on m'excuse parce que j'aime bien étayer mes propos par des petits détails. Un leader, c'est la définition que vous en avez donnée, mais je peux parler aussi de quelqu'un qui influence. Lorsque, d'abord ça commence en France, quand je suis en 3e, j'ai les félicitations, mais c'était l'époque où quand tu étais noir, on t'orientait en hôtellerie et on te disait de ne pas faire l'école générale. Donc, on lutte quand même, j'avais quand même quasiment 16 à 17 de moyenne, ça allait faire vraiment vilain de me mettre en école d'hôtellerie, sans vraiment juger, hein, je ne dis pas
que c'est mauvais. Donc, je vais en seconde générale et j'arrive au bac. Et là, on nous dit carrément le même système que nous ne sommes pas en capacité, malgré le bac que j'ai eu du premier coup, d'aller dans une université. Vous voyez le parcours classique et que je devais faire une école pour me spécialiser. Et vous savez qui était le leader pour moi? C'est une femme qu'on appelle ma mère. Cette femme s'est levée. Je ne peux jamais oublier ça. Elle a attaché le pagne. Elle allait dans l'école, elle a vu le directeur. Elle lui a dit, ma fille va aller à la fac parce qu'elle a dit qu'elle veut faire droit. Non, madame, c'est pas ça, mais vous savez, en soi, si je comprends bien avec le recul d'aujourd'hui, elle est bien, mais elle n'a pas assez l'intelligence pour tenir le droit, si je veux synthétiser. Et ma mère a dit, cet enfant fera le droit. Et dans 20 ans, elle reviendra vous voir. Même pas dans 20 ans, dans 5 ans, elle reviendra vous voir avec un diplôme d'avocate. Et vous serez toujours proviseur de cette école. Voilà. Je vous mets au défi que ma fille réussira devant vos blancs. Non, madame. Bref, et j'y suis allée. Parce qu'il y a une femme qui a cru que j'avais les mêmes capacités. C'est ça un leader pour moi. Le leader n'est pas celui forcément, bien sûr qu'eux on les voit en avant parce qu'ils sont politiciens, ils gèrent, l'ambassadeur l'a bien dit, et on sait aussi nos chefs d'État comment ils gèrent le pouvoir, donc on ne va même pas rentrer dedans. Mais là c'est autre chose. Un leader n'est pas non plus un manager qui a des liens de subordination. Un leader est un guide. Pour moi, un vrai leader est quelqu'un même qui va prendre en charge toute sa famille, comme nos mamans l'ont fait depuis, en vendant des oranges sur la route. Mais qui ont dit, moi je vends je n'ai pas pu aller à l'école, mais tous mes enfants vont aller à l'école. Je connais une dame qui l'a fait. Même pas la capacité de faire le CP. Elle disait qu'elle a vendu du riz et du cacao avec un mari décédé. Mais tous ses enfants, celui qui n'a pas réussi, en guillemets, quand si la société veut dire, il est un grand chef, d'accord? Parce qu'il est retourné au village pour faire une plantation. Il est quasiment millionnaire. Les autres ont été commissaires, ils ont été avocats, ils ont été tout. Une mère qui a vendu du riz et une orange. Parce qu'elle a juste voulu que tous ses enfants réussissent. Ça, c'est un leader pour moi. Parce qu'elle y a cru avec une vision. Alors, ça vient par la famille, ça vient d'un système qui peut, effectivement, comme a dit Mme Serment, vous opprimer ou ne pas vous donner la possibilité. Il y a des gens qui ont ça en eux, qui ne le savent pas encore. Au cours d'une situation, la personne va être projetée comme ça à la lumière parce que voilà, elle a refusé une injustice et bing, la personne sort. Alors qu'on croyait que c'était quelqu'un de calme, de timoré. Et tout d'un coup, la personne sort parce que tout simplement, elle avait déjà ça en elle. Après, ça va se travailler, mais elle avait déjà ça en elle. Donc, ça dépend de la conception de leadership. Ça dépend de la conception de leadership. Effectivement, chacun, au niveau économique, politique, culturel, artistique, peu importe, à sa place, à condition d'avoir une bonne influence et de changer le cours des choses positivement. Parce qu'il y a aussi le côté négatif des choses. Donc aujourd'hui, si on veut parler des leaders de la jeunesse, parmi notre jeunesse, il y en a beaucoup. C'est souvent étouffé parce qu'il n'y a pas la capacité de s'exprimer, mais ça réside encore en eux. Souvent, avec un petit coup de pouce, ça éclot au grand jour. Et là, on découvre vraiment de gros potentiels que souvent on a sous-estimés. Voilà ce que je voulais dire pour ma contribution. Un tout grand merci. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez été vraiment, on est passé du point 2 au point 3 et qu'on arrive maintenant au point 4 de la conclusion. C'est vraiment, franchement, vous êtes des participants d'une rare qualité. Je vous remercie vraiment, vraiment pour vos éclairages. Alors, on va maintenant... On va terminer maintenant avec une question d'ordre général. Quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes aux jeunes Africains
qui se disent leaders et pour qu'ils aient plus confiance en eux et qu'ils puissent avoir plus d'impact auprès des gens qu'ils veulent mener, qu'ils veulent guider. Quel est le conseil que vous leur donneriez? Bon, écoutez, je m'engage alors parce que le conseil que je veux donner à tous les jeunes filles et les jeunes Africains, c'est d'abord connaître et apprécier la notion du temps. C'est très très important. Connaître et apprécier la notion du temps. Je pense toujours à ma chère mère qui m'a tout donné. Moi, j'ai été construite par ma femme, par ma maman, parce que j'ai perdu très tôt mon père. Elle m'a toujours dit que la notion du temps était très importante. Et c'est vrai. J'en ai fait l'expérience et la preuve. Quand vous avez la notion du temps et que vous appréciez le temps et que vous décomptez le temps dans tout ce que vous faites, vous pouvez avoir de la lumière parce que ça vous donne la notion de la recherche, de l'efficience, de l'efficacité. Ça vous donne la notion de faire des choses dans un espace de temps réduit pour que qu'on puisse passer à autre chose. C'est très important. La notion du temps, l'appréciation de la notion du temps. La deuxième chose que je peux conseiller aux jeunes, c'est que il faut se donner dans la tête que finalement, le temps que nous avons à vivre sur Terre est réduit. Elle n'est pas éternelle. Donc, il faudrait passer toujours à ce qu'on peut faire de positif dans sa vie avant de partir. C'est-à-dire avoir des initiatives et des actions pour être un leader. Et la troisième chose pour finir, il faut qu'on ait la capacité d'aimer les autres, de s'aimer, aimer les autres, s'ouvrir et avoir la capacité de se refaire et se développer avec les autres. Construire quelque chose toujours avec les autres et puis avoir un certain dynamisme et avoir le bagou pour réussir dans sa vie. Pas réussir pour la vie. Réussir dans la vie et réussir dans sa vie. C'est très très important. Et il faut que les jeunes sachent que l'Afrique ne se construira pas avec les autres. C'est-à-dire, je veux dire, il n'y a pas de Père Noël pour que l'Afrique soit développée, soit construite, soit émergée. C'est les enfants du pays qui peuvent développer et construire l'Afrique. Et ça, c'est une responsabilité que tous les jeunes doivent avoir, quel que soit son âge. Savoir que j'ai une mission, j'ai un but, j'ai aussi une obligation. C'est l'obligation d'être fier, l'obligation d'être quelqu'un qui construit quelque chose pour soi-même et pour les autres, et l'obligation de vision pour une Afrique nouvelle, pour une Afrique développée, pour une Afrique riche et une Afrique extraordinaire. Et finalement, pour finir, être quelqu'un qui croit à sa tradition et à sa culture. On peut tout vous y retirer, mais on ne peut jamais vous retirer votre culture et vos traditions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Serbin, votre micro.
c'est difficile hein, comme question parce que bon, j'aime pas beaucoup donner de conseils, mais je pense que si je rencontre des jeunes, je ne peux que leur dire ou un jeune, fonce si tu crois très fort en un projet et surtout le sens de l'effort parce que souvent on pense vouloir la réussite immédiate, mais parfois il faut vraiment transpirer, souffrir, se battre et faire le maximum, toujours remettre le métier, l'ouvrage sur le métier pour essayer de réussir au mieux ce en quoi on croit et surtout avoir confiance en soi, foncer et travailler, travailler, travailler. Ben, c'est ce que je pourrais donner. Et dernière petite chose, ne pas oublier que dans nos propres cultures, dans nos propres histoires, on a des modèles qui peuvent nous porter, des modèles qui peuvent nous aider plus que les modèles occidentaux qu'on voit sur les réseaux sociaux, très faciles, et qui souvent ne nous apportent pas grand-chose et ne nous conduisent nulle part. Madame Babli? Oui, merci beaucoup. Oui, je dirais comme Madame Serba. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'ambassadeur a parlé de temps. Il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai beaucoup retenue, que quelqu'un qui n'est plus là avait dit avant qu'il ne parte. Il avait dit qu'un jour, il enterrait quelqu'un qui lui était proche. Et en rentrant dans le cimetière, bon, comme partout, on met le nom de la personne, on met date de naissance, on met tiré et on met la date de décès. Et il s'est rendu compte que le tiré était très court. Voilà, vous êtes né, on met un petit tiré et vous êtes mort. En fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant ce petit tiré. Et cela à n'importe quel âge. Et ça, beaucoup de personnes, moi, pour payer mes études, j'avais travaillé dans les EHPAD, ce qu'on appelle les maisons de retraite. Tellement de personnes, si j'avais eu la capacité, j'aurais fait ça. Vous savez, les fameux regrets, j'aurais fait ça, j'aurais voulu faire ça. Bon, enfin, souvent, peut-être les moyens n'ont pas manqué, peut-être les mauvaises décisions, on dira toujours des peut-être. Mais il y a beaucoup à la fin de personnes qui ont dit, je n'ai pas pu faire. Et souvent, ça se construit dès la jeunesse. La jeunesse africaine n'a plus confiance en elle, plus beaucoup. La jeunesse africaine rêve de l'Eldorado. Et l'Eldorado, ce n'est pas son continent, c'est chez les autres. La jeunesse africaine fuit son propre continent alors que les autres veulent y aller. La jeunesse africaine préfère mourir dans la mer que de retourner chez elle et de rester sur son continent parce qu'elle sent qu'on ne lui propose rien. Je fais beaucoup de choses humanitaires. Je pense comme beaucoup, on voit beaucoup de choses. J'ai vu des jeunes filles que j'ai aidées qui étaient au Liban, qui souffraient, qui sont rentrées dans leurs pays respectifs. On s'est plus moqué d'elles parce qu'elles sont rentrées. Ça veut dire qu'elles ont échoué que de les encourager parce qu'elles sont revenues sur leur terre. C'est fort. Elles ont même honte. Et certaines ont dit, au moins quand on était au Liban, on souffrait, mais personne ne le savait. Que de souffrir sur ses propres terres. Donc cette jeunesse-là, elle est frustrée. Elle dit qu'elle entreprend. Mais en fait, ça ne va jamais au bout. Parce que tout simplement, on ne lui donne pas la capacité de s'exprimer. C'est souvent, je dis bien ça arrive, mais c'est souvent ce qui est plus viscéral qui sera mis en avant que quelqu'un qui aura bien voulu se battre avec des règles correctes de la société. Un jeune homme écrivait ce post et je vais vous dire 3 choses. Il a fait la traversée de la Méditerranée, de la Libye. Il a dit on était 46 dans le bateau, 4 Ivoiriens, 1 Guinéen, 41 Tunisiens. À 13 h, il y a eu de grandes discussions et l'un d'eux a cassé notre bateau. Je vous laisse deviner la suite. J'ai survécu, mais je sais qu'aujourd'hui, en étant sur les territoires européens, l'heure du réveil africain a sonné. Je ne conseille à personne de prendre ce chemin. Je pleure encore, j'ai envie de repartir. Vous êtes fiers de moi aujourd'hui parce que je suis arrivé en Europe, ce que me dit ma famille. Mais si j'étais mort, qu'aurez-vous pensé de moi?
Ça, c'est un jeune. Il a 18 ans. Alors, cette jeunesse-là, elle est désœuvrée. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'ils ont encore de l'espérance. Il n'y a pas encore beaucoup de moyens. C'est vrai que pour entreprendre, l'argent est le nerf de la guerre. Il ne faut pas se mentir. Il n'y en a pas. Mais je leur dis toujours, les 6 millions que vous prenez pour traverser la mer, peut-être que vous pouvez commencer un petit quelque chose. D'accord? Peut-être que vous pouvez commencer un petit quelque chose. Et on peut aider quelqu'un qui a au moins entrepris, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui attend et qui est déjà résigné des choses. Il ne faut jamais se résigner. Il y a encore des capacités. L'Afrique propose beaucoup de choses. C'est juste que nous-mêmes, nous n'avons pas encore compris que nous étions ceux qui étaient bénis. C'est malheureusement les autres qui l'ont compris pour nous. Donc cette jeunesse peut encore changer le cours, surtout que nous sommes le continent avec beaucoup de jeunes. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Madame Badli. Eh bien, je vais maintenant laisser la parole à Madame Dosso pour les questions du public. Madame Dosso? Oui, rebonsoir. Alors, malheureusement, nous n'avons pas eu de questions du public parce que nous n'étions pas en live et nous ne pouvions pas donc interagir avec les internautes. Par contre, je vais me permettre d'ajouter juste une petite parenthèse par rapport à la présentation que j'ai faite tout à l'heure. J'ai oublié donc un membre du comité de parrainage, hein, donc c'est Madame Messaouida Boudiri, donc, qui fait également partie du comité de parrainage. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, bien, comme nous n'avons pas d'intervention du public, je vais laisser... J'ai une question de quelqu'un à qui j'ai envoyé, qui me dit, est-ce que les données ne changeront pas si les femmes prennent le pouvoir? Je parle politique, hein, je crois. Ah ben, écoutez, je peux répondre. Je vous en prie. Oui, mais les données changeront forcément, puisque finalement, les femmes n'ont pas la même vision, par exemple, de la défense et de la sécurité. Et les femmes n'ont pas la même vision sur d'autres politiques d'engagement des pays dans les guerres et autres. Mais ça changera fondamentalement. Vous savez, le pays africain commence à comprendre qu'il faut beaucoup de femmes dans l'Assemblée pour la décision. Le pays qui a compris ça et qui est aujourd'hui l'un des meilleurs pays au monde, qui a quand même permis au maximum de femmes d'arriver à l'Assemblée nationale, c'est le Rwanda. Le Rwanda a fait un effort extraordinaire à ce niveau-là. Il y a un petit pays qui était avant un pays du bloc socialiste, qui est l'Estonie, qui est aussi très avancé, la Finlande aussi. Le Premier ministre de la Finlande a 29-30 ans. Donc, les femmes, dans leurs décisions et dans leurs options sur la gestion de la chose publique, c'est complètement différent des hommes. J'espère qu'un jour, on aura le maximum de femmes au pouvoir pour montrer que nous pouvons construire un autre monde. Voilà, je vais quand même donner la parole à Madame Messaouda qui vient de nous rejoindre. Alors, si j'ai bien compris, je vais reformuler, hein, Madame Badli, vous me corrigez si je me suis trompée. La question de l'internaute est la suivante, Madame Messaoudi, c'est de savoir, une fois que les femmes auront le pouvoir, les données vont-elles changer? C'est bien ça. Madame Messaouda? Ah, on m'avait dit qu'elle était présente, peut-être un petit problème de connexion. Quoi qu'il en soit, je vais laisser la parole à Madame Divine qui avait une question à vous poser. Je vous en prie, Divine. Oui, bonsoir. Je profite donc de la présence de tous les acteurs, des acteurs et des actrices qui se sont disposés ce soir.
pour la tenue de cette conférence. Et je voudrais profiter également de votre expérience, de votre bagage intellectuel pour pouvoir répondre à cette question. Donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'éducation de la jeune fille, notamment la jeune fille africaine ou d'origine africaine. Alors on sait que dans la plupart des cultures rattachées à l'Afrique, lorsqu'on voit une fille ou une femme qui commence à prendre des initiatives, qui commence à se mettre un peu en avant, qui commence à avoir des projets ou vouloir développer des projets, alors tout de suite, l'image qu'on a ou les retours qu'on a, c'est souvent négatif, dans le sens où on dit que ce genre de femme n'a pas le respect de sa culture, n'a pas le respect de son éducation, elle ne respecte pas les hommes, elle ne respecte pas, elle veut montrer qu'elle est plus que l'homme, elle veut montrer qu'elle est plus, tout simplement. Donc, par rapport à cette perception, par rapport à ces réactions, par rapport à ce genre de phrases qu'on entend souvent, quelle est votre réaction à vous et qu'est-ce que vous pouvez dire ou répondre à ces personnes qui, la plupart du temps, sont des hommes, mais on entend aussi ce discours de la bouche d'autres femmes. Donc voilà, si je peux récapituler, lorsqu'on voit une femme ou une jeune fille, une femme qui a le désir d'entreprendre, qui entreprend, qui ose des choses, qui a des projets, qui aspire à développer ses projets, donc on la taxe d'une femme qui ne respecte pas les valeurs de son éducation, de sa culture, qui veut montrer qu'elle est plus que les hommes. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ou répondre à ce sujet pour peut-être essayer d'expliquer cette mentalité ou de casser cette mentalité l'un ou l'autre. Merci d'avance. Madame Messaouda, vous souhaitez répondre à la question? Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Messaouda. Vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. On a eu des petits problèmes de connexion, oui, mais là, on parce vous que entend. Là, il y a juste une mauvaise connexion chez moi. Et du coup, en fait, moi, je suis à Bruxelles, en fait. Je suis pas à Paris. Et du coup, voilà. Et du coup, si j'ai un peu de connexion qui est perturbée, je sais pas pourquoi. Et du coup, bonsoir à tous. Merci pour les femmes, les leaders femmes qui devant moi, Madame Messaouda, on vous entend plus. Petit souci de connexion, on dirait. Oui, apparemment, il y a un souci de connexion. Ok. Je vais laisser alors la parole. Je pense que Madame Babli voulait réagir par rapport à la question de Madame Divine. Bon, pas forcément, je vais laisser les autres prendre la parole, mais évidemment, Madame Divine, c'est une excellente, je ne dirais pas question, puisque c'est un constat que vous faites. Il est certain que quelques préjugés demeurent et demeureront encore longtemps devant la réussite d'une femme. Soit elle a réussi parce que forcément elle a couché, le droit de cuissage, soit elle a réussi parce qu'il y a eu quelqu'un qui l'a financé, soit en fait il y a toujours une raison qui fait qu'une femme n'aura jamais pris l'initiative elle-même. Voilà. Et donc, ou souvent, oui, bon, c'est très bien, mais il est bien quand même que une femme reste une femme. Elle est un peu trop, elle parle trop, elle dit trop de choses. Elle devrait un peu retourner souvent. Et je pense qu'elle n'est pas mariée, celle-là. Hein. Il faut qu'on lui trouve un mari qui va la calmer un peu. Hein. Je vous le certifie, ce que je dis, ce n'est pas caricatural. C'est malheureusement vrai dans beaucoup de cas. Il y a même eu dans l'école où j'enseigne quelqu'un qui est très proche, hein, qui me donne souvent des petits à côté pour arrondir les fins de mois, mais qui m'a dit, oh Marie-Paul, mon Dieu, mais quel homme peut rester avec toi? Mais tu fais tellement peur. Je pense que toi, pour te calmer, il te faut faire encore 2 ou 3 bébés là. Voilà.
Non, non, il me l'a dit. Hein. Il dit non, 2, 3 bébés comme ça, un vrai Africain, il te met 2, 3 bébés encore. Et c'est bon, tu es calme. Bon. Et évidemment, il le dit, mais vous comprenez derrière. Et je pense qu'il ne rigolait pas. Parce que il y a toujours ce côté où une femme peut paraître un peu, pas pour tous, hein, il y a des hommes qui peuvent assumer, mais même des hommes, même hein, à poigne, ont toujours du mal, hein, ont toujours du mal à accepter un peu que la femme prenne un peu le leadership, si je veux dire ça comme ça. Mais ça sera, je vous l'ai dit, hein, que nous sommes dans un monde masculin. Je vous l'ai dit que nous sommes dans un monde masculin, donc en l'occurrence, souvent ils se sont un peu attaqués, certains hommes se sont un peu attaqués sur leur position, donc ils réagissent comme ça. C'est vrai que le plus choquant, c'est quand ça vient des femmes. Et comme je l'ai dit, je suis également présidente d'association sur diverses causes féminines, et souvent la réaction des femmes est encore plus choquante. Voilà, un homme qui a assassiné sa femme, et vous entendez la mère de cet homme qui dit, oh là là, bon, moi j'ai bien éduqué mon fils, vous savez. Je pense que s'il est allé jusqu'à la tuer, je crois qu'elle avait poussé quand même le bouchon très loin. Vous comprenez? Ça vient d'une mère. Ou une maman dont la petite fille va se marier, qui a 8 ans, qui va se marier à quelqu'un de 40 ans, qui dit, mais c'est normal, moi on m'a mariée comme ça, j'en suis pas morte, qu'est-ce que vous croyez? Donc, il y a encore tout ça. Les femmes sont, je vous dis que dans cette lutte, c'est les femmes qui sont les plus dures, hein? Étrangement. Ce sont les plus dures et les plus virulentes. Et qui nous traitent, qui nous traiteront, nous, de féministes. On a trop côtoyé les blancs, etc., etc. On est dénaturés, etc. Alors vous, Madame Divine, alors là, avec vos cheveux, là, vous êtes complètement foutus, là. Ça, je peux vous dire. Il y a mieux de ressembler à Madame Amina, au moins, elle n'a pas de problème. Mais vous voyez, tout ça, ça reste encore le reflet de la perception qu'on a des choses. D'accord? Les anglophones iront vers quelqu'un qui a réussi. Vous voyez comme les idolâtres, Michelle Obama, etc. Ils vont tous demander à ces femmes-là comment vous avez fait pour y arriver. Nous, les francophones, quand on a réussi, c'est forcément, on devient des ennemis. Et c'est ça qui est dommage. On revient encore une fois de plus au changement de mentalité. Une femme, et je ne le dis pas parce qu'elle est là, je suis plus en admiration pour une femme comme Madame Amina, qui aura élevé seule 4 enfants, et qui est assise là à côté de nous, qui est une bosseuse, d'accord, une bosseuse acharnée, qui envoie des messages à 4 h du matin. Bon, ça, je n'apprécie pas. Mais qui travaille alors qu'il y a 4 gosses, il faut s'en occuper derrière. Madame Serbin, qui a pris le temps de faire des recherches pour que nous puissions comprendre que le combat que nous mettions à juste titre, parce que tout simplement, on a eu déjà des ancêtres qui étaient déjà comme ça. Donc, ce sont des droits normalement qui sont innés en nous, que nous voulons récupérer. Mais ça vient d'une femme. Voilà des femmes pour lesquelles je donne. Mais j'irai vers ces femmes-là pour leur demander comment elles ont fait ça. En aucun cas, je ne serai une ennemie pour elles. Et il faut que les femmes aussi entre nous, nous comprenions que nous ne sommes pas les ennemis, les unes contre les autres, mais nous devons nous entraider dans une position et une société qui est déjà très virulente envers nous. Voilà ce que je pouvais dire. Un tout grand merci, Madame Babli. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence? On peut retenir 3 choses. Il faut donc, le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'était le leadership et la jeunesse africaine. On peut résumer cette conférence en 3 mots. Sensibiliser la jeunesse face à son leadership, former cette jeunesse, éduquer cette jeunesse, et je vais rajouter quand même un 4e point, valoriser cette jeunesse. Leur faire comprendre que voilà, ils sont capables, ils peuvent, on a confiance en eux et ils peuvent aller plus loin. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre participation qui fut vraiment très enrichissante et très gratifiante.
Et je vais laisser maintenant la parole à Madame Lutumba, Madame Amina, qui va nous donner le mot de la fin. Madame la Présidente, c'est à vous. Bonsoir à tous. Alors, je m'excuse, hein, j'ai essayé du mieux que je peux de pouvoir mettre en ligne cette conférence, donc en filmant en direct à partir de mon téléphone parce qu'il y a eu un souci au niveau de la connexion. Donc, en tout cas, je remercie vraiment très fortement le comité de parrainage, les membres d'honneur du comité de parrainage, Madame Sylvia Serbin qui, malgré toutes les choses qu'elle a à faire, a tenu à être parmi nous. Je présente les excuses de Madame Messouda Boukdiri qui a vraiment un souci au niveau de sa connexion, qui aurait voulu intervenir, qui elle aussi est membre du comité de parrainage et qui représente l'Algérie. Madame la ministre Gonindoy aussi s'excuse vraiment, elle n'a pas pu participer, mais elle reviendra très bientôt dans nos conférences. Donc je suis fière de voir toutes ces femmes et encadrées par monsieur l'ambassadeur Cheikh Keita qui nous soutient, qui est pour moi un mentor et quelqu'un qui... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'excuse, j'ai appuyé sur un bouton. Qui est pour moi un mentor et qui a toujours... qui m'encourage toujours à me dépasser dans ce que je fais et qui n'hésite pas à me rappeler à l'ordre. Donc, je remercie vraiment l'équipe qui a travaillé sur les questions et sur les thématiques. On s'esquisse vraiment par rapport à cette connexion et on espère que la prochaine fois, on certifie que la prochaine fois, les choses se passeront plus fluidement au niveau de la connexion via Facebook et YouTube pour que les personnes puissent participer et intervenir directement avec vous. Grandement merci. C'est un rêve qui est réalité aujourd'hui. Fédérer, travailler en synergie, le renforcement des capacités, vraiment être... vraiment, moi vraiment, j'investis dans le capital humain parce que, comme Madame Babli l'a dit, comme Monsieur l'ambassadeur l'a dit, et je pense Madame Serbin ne me contredira pas. Moi, je dis toujours que le leadership passe par sa propre vie, en fait, au départ. Et donc, je pense qu'on doit être d'abord leader soi-même avant d'être leader pour les autres. Et donc, il faut d'abord travailler à sa personne, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Et ensemble, je pense que nous pouvons être beaucoup plus fortes. Il ne faut pas avoir honte de demander des conseils aux aînés, demander des conseils à des hommes. Et il faut travailler à ces préjugés-là qu'on a ou à cette facilité-là que les femmes ont souvent, et encore trop souvent malheureusement, d'aller vers les hommes et d'avoir ce droit de cuissage, si je peux me permettre. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette conférence, d'avoir pris ce temps, d'avoir donné cette qualité d'intervention. Nous ne pouvons pas en douter parce que la qualité de nos intervenants est grande. Et je suis émue quand je vois tout ça parce que voilà, comment toutes ces personnes que j'ai vues et que je vois toujours très grandes, mais acceptent humblement de contribuer dans ces conférences que nous faisons pour le bien de la femme. Donc merci à toutes et tous. Merci au comité d'honneur, aux membres d'honneur du comité de parrainage, au comité de parrainage et à Madame Sylvia Serbin ainsi qu'à mon équipe. Merci à vous et toutes les personnes qui ont participé, bien entendu. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci et au revoir. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Excusez-moi, est-ce que ça a été enregistré pour qu'on puisse quand même avoir le lien pour partager avec d'autres personnes? Oui. Je l'ai difficilement partagé, mais partagé en filmant sur la page Empowering Women International. D'accord, ok. Donc je repartagerai. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Bon week-end. Au revoir, monsieur l'ambassadeur, et bonne année à vous. Merci à tout le monde et bonne année à tout le monde. Et
Merci pour ce travail que vous continuez à faire chacun dans vos différents métiers, dans vos initiatives et dans vos actions. L'Afrique a besoin de tous ses fils et filles. Vous avez la capacité de faire et de créer des choses. Faites tout pour essayer de montrer que c'est possible aux autres. C'est comme ça qu'on crée une vitrine pour essayer de donner la possibilité aux autres d'avoir envie de faire ce que vous faites. C'est très important. Je vous remercie et je vous souhaite une année brillante, une année de santé, une année loin de cette pandémie et une année de richesse physique et intellectuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Bonne soirée. Merci à vous et très Bonne bon soirée. travail. Merci, au revoir. Au revoir.